Et merci à l'excellent Bernard Spitz. Merci, cher Bernard. J'ai du souci à me faire. Si tu veux, j'ai des mariages à animer, je peux te refiler des piges. Voilà, je ne les fais plus. Merci beaucoup. Très heureux d'avoir tous ces échanges. On va poursuivre avec d'incroyables personnalités sur scène qui vont vous montrer comment on peut ensemble conquérir la liberté en faisant des milliers de kilomètres à la nage. C'est un peu plus compliqué quand il nous manque les 4 membres, mais aussi des milliers de kilomètres quand on est explorateur, voire des centaines de kilomètres quand on est sportif, athlète de haut niveau. C'est ce dont on va parler dans un instant, mais vous dire qu'il se passe plein de choses dans nos espaces partenaires. Et juste à côté, sur la scène qui se trouve côté Seine. Donc, quand vous êtes sur l'esplanade au-dessus, vous pouvez descendre les marches de l'autre côté. Vous avez une autre scène actuellement avec un autre débat où l'on vous parle de liberté. Liberté avec les réseaux sociaux. Et c'est Jean-Michel Apathy, Arnaud Dacier, Laetitia Krupa et Pierre Vallée qui en parlent au micro d'Isabelle Gounin. Vous dire également que nous allons avoir, juste après la prochaine séquence, nous serons en direct sur BFM TV. Edwige Chevrillon et ses invités exceptionnels partageront avec nous aussi leur regard sur la liberté. Ils partageront beaucoup d'idées et vous feront réagir certainement ici et en direct à la télévision. Et nous terminerons cette ref en apothéose avec d'exceptionnels sportifs qui, juste à l'arrivée de Tokyo, viennent nous rejoindre pour fêter leur médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Ce sont les athlètes français qui font toute notre fierté et notre honneur également. Ils ont aussi accepté votre invitation et donc ils seront là ce soir sur cette scène pour partager ce moment avec vous. D'ores et déjà, on a un moment exceptionnel. Alors, on a un académicien qu'on a réussi à faire sortir de sa magnifique académie pour prendre l'air avec nous, et pas n'importe lequel, mesdames et messieurs, membre de l'Académie française, monsieur Éric Orsena, et à son micro Philippe Croizon, Patrice Franceschi et Laurence Klein, s'il vous plaît. Merci de les applaudir et de les accueillir sur cette scène de la REM 2021. Bonjour madame, bonjour messieurs. Cher Éric Orsena, je le disais, ils représentent à eux tous une liberté incroyable, des milliers de kilomètres parcourus, autant que votre plume certainement et que vos idées. Je vous laisse partager avec nous en 50 minutes ces jolis moments de liberté. Allez-y, cher Éric, c'est à vous. Merci, merci beaucoup. Alors, puisque nous sommes au grand rendez-vous des entreprises, donc au grand rendez-vous de la fabrication du possible, la différence entre un rêve et une réalité, vous le savez bien, c'est une date. Alors nous avons ici 3 personnages exceptionnels dont l'aventure est à la fois une aventure personnelle, mais qui va nous montrer aussi le lien entre l'aventure personnelle et la responsabilité d'être humain. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que tout a commencé à partir d'un échec ou d'un accident, et vous avez montré que c'était possible d'aller au-delà. Et ça m'a tout à fait ému, parce que ici même, avec ces 3, vous avez une sorte d'archipel du possible. Et donc c'est une leçon très féconde pour moi. Alors, je pense que là c'est un peu trop fort. Non? Non? C'est le menton là? Et vous entendez. C'est-à-dire que moi j'entends pas et vous entendez. C'est normal. Voilà, comment est-ce qu'on fait avec un échec? Donc, à ma gauche, j'ai quand même quelqu'un qui se présente avec une formule un peu Michel Audiard. « Oh, je n'étais qu'une bonne coureuse régionale. » Et elle est quand même championne du monde du 100 km. Laurence. C'est vrai. Eh ouais, vous vous rendez compte. Ensuite, j'ai Patrice Franceschi, qui est écrivain, qui est aventurier, il va vous raconter. Et puis, j'ai Philippe, pour qui j'ai une admiration infinie, qui a incarné le lien entre tous les continents, alors que ce n'était pas complètement évident. Alors, est-ce que vous pourriez, au début, me parler de cette fameuse date
qui a, au fond, changé votre rêve en réalité? Laurence, Madame la championne du monde. Franchement, face à une championne du monde, moi, je me... Merci. Alors en fait, c'est sûr qu'on démarre tous avec un déclic et bien souvent les athlètes sont souvent une date et effectivement. Alors moi je dirais que c'est en 2004. Et pourquoi en 2004? Parce que quand j'étais plus jeune, je commençais la course à pied, j'avais 11 ans, mais mon père était vraiment mon meilleur supporter, mon entraîneur. Et on préparait les championnats. Et quand on préparait les championnats, on arrive en 1988. Et en 88, 89, 88, j'ai 20 ans. Et je prépare un championnat qui est un championnat de cross-country pour aller au championnat du monde. Et ce jour-là, en 88, c'est les Jeux Olympiques à Séoul. Et la Fédé n'a pas le budget pour emmener les juniors. Je fais quand même la sélection, mais je ne peux pas aller au championnat du monde et je n'ai pas cette sélection en équipe de France que mon père attendait tant et celle qu'on misait. Et en 88, à la fin 88, mon père décède et je ne peux pas lui offrir, je peux pas lui donner cette sélection, ce retentissement de Marseillaise qu'il attendait, enfin bref, de voir briller sa fille dans les hauteurs. Et j'arrête de courir, je repose les baskets. Pour moi, la course à pied, c'était terminé. Et au fil du temps, je me suis mise à recourir et c'est pour ça que je disais que j'étais une bonne coureuse régionale parce que je faisais quelques compétitions dans la région et sans plus, mais j'avais quand même cette faculté à courir et j'ai un ancien athlète qui était venu me voir en me disant « Laurence, il y a les sélections pour l'équipe de France de 100 km, tu devrais tenter ». Et je lui dis non, moi je veux plus faire les sélections et c'est terminé pour moi la course à pied de haut niveau. Il me dit tu devrais regarder. Et puis le soir en rentrant, je regarde le calendrier. Et sur le calendrier, on était en 2004, à cette année-là, 2004. Et le 20 juin 2004, c'était la sélection, de faire cette sélection le 20 juin 2004. Et le 20 juin 2004, c'était le jour de la fête des pères. Et je me suis dit à titre posthume, je ne l'ai pas fait, mais 15 ans plus tard, je peux le faire. Et je peux lui offrir cette sélection. Et 15 ans plus tard, j'ai eu cette sélection au championnat du monde, où ensuite, par la suite, j'ai été jusqu'à briller et avoir cette Marseillaise. Et je vous dis sincèrement de la joie que j'ai pu ressentir sur le podium avec cette Marseillaise en pensant que je l'avais fait et mes pensées étaient pour... Mon papa a disparu 15 ans auparavant, mais c'était juste fabuleux. Et depuis, à l'heure actuelle, je m'occupe à la Fédération française de gérer aussi les athlètes de haut niveau. Mais ensuite, j'ai fait les traversées de désert et ainsi de suite, qui ont fait de moi une athlète hors norme et c'est grâce à lui. Alors Patrice, toi. Alors la date déclic, elle est très précise. C'est le 21 janvier 1974, où j'étais mineur. Et elle se place d'ailleurs tout à fait dans le signe de ce débat sur la liberté. Je vais vous dire pourquoi. Mais pour comprendre cette date du 21 janvier 1974 et ce qui s'est passé, je dois remonter un petit peu en arrière. J'ai eu la chance, vers l'âge de 10-12 ans, de savoir exactement ce que je voulais faire et qui paraissait impossible à ma famille. Je voulais placer ma vie uniquement dans l'aventure et la littérature. Rien d'autre. Ah, évidemment, vous avez 12 ans, 13 ans, 14 ans, on vous demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard. L'écriture, l'aventure, ça n'existe pas, c'est pas possible et c'est très difficile. Et mon père, quand je passe mon bac, m'oblige à faire des études de médecine. Je trouve ça très bien. La médecine, c'est intéressant. C'était à Bobigny, je m'en souviendrai toujours. Mais d'un seul coup, je m'aperçois que mes rêves, ce que je voulais, seront impossibles si je reste sur les rails. Le 21 janvier 1974, me rendant compte de ça, je décide de sauter hors des rails et de faire la vie que je voulais. Donc j'écris une lettre, je suis mineur, j'écris une lettre d'adieu, je la laisse sur mon bureau, dans ma chambre, je fais un petit sac, j'ai rien, pas d'argent, et je m'échappe, une fugue. Et je me retrouve en Amérique du Sud, en Guyane, chercheur d'or, coupeur de bois pour gagner ma vie, et ça va durer quasiment une année.
Et c'est en Argentine, fuyant parce qu'on me faisait rechercher, évidemment, les gendarmes en Guyane, etc., où toute ma vie, je m'en souviendrai, à l'Alliance française de Rosario en Argentine, je lis des journaux, je tombe sur Le Monde et j'apprends que je suis majeur. Parce que quelques mois auparavant, Valéry Giscard d'Estaing a été élu, et il a ramené la majorité à 18 ans. Et là, deuxième souffle de liberté, je vais pouvoir rentrer. Je m'embarque sur un cargo au Brésil, je rentre en France, je vois mon père qui me dit, bon, on est content que tu sois vivant et que tu sois là. Alors tu vas écrire, donc, tu as vécu une aventure, sans rien, et tu vas écrire un premier livre. J'ai dit, pas tout de suite, parce que c'est pas encore mûr. Je pars au Congo vivre une expédition extraordinaire avec les Pygmées, et à 20 ans, j'écris mon premier livre. Et à 20 ans, je me suis dit maintenant, vraiment, finalement, le bonheur, ce n'est pas la quête incessante des biens matériels, c'est vraiment l'adéquation constante et permanente entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. À partir de là, plus jamais je ne quitterai cette route, et jusqu'à mon dernier souffle, je ferai cela. Et depuis, j'ai orienté les 3 types d'aventures qui m'intéressaient sur les aventures personnelles, le tour du monde de la boudeuse, les raids aériens, le premier tour du monde en ULM, les aventures chez les Pygmées, les Papous, les Indiens, etc. L'aventure collective et engagée. Les autres, ça m'intéresse. Même au fond, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc ça a été 12 années en Afghanistan pendant la première. Oui, on va en parler. Je note simplement qu'à cette tribune, il y a un giscardien et que je salue avec respect. Oh, ça s'est limité à oui, ça. Mais... je salue avec respect. Alors, maintenant, notre Philippe. Alors, notre Philippe, si tu pouvais nous raconter un peu, nous dire la date où, au fond, tout a changé. Là, attends. Peut-être que le micro n'a pas été allumé. Ils vont arriver, mais ça va être chaud. Donc c'est le jour où tout a été possible, le 27 août 2021, quand un micro a été ouvert. Et celui-là, il marche. Allez, viens, on va faire celui-là. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Moi, la date qui a changé vraiment mon parcours de vie, c'est 1994. J'étais ouvrier métallurgiste. Je pensais que j'étais un bon bricoleur. J'ai voulu démonter mon antenne de télévision tout seul. Donc, vous constatez que je ne suis pas un bon bricoleur. Et donc, accident, une ligne électrique, 20 000 volts, amputation des 4 membres. J'arrive à l'hôpital, je vais dormir pendant 2 mois. Et quand je me réveille au bout de 2 mois, mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi. J'ai déjà un petit garçon qui s'appelle Jérémy, il a 7 ans. Mon petit bébé arrive au monde en même temps que moi, on a la même date de naissance avec mon dernier garçon. Et là, je décide de vivre, je décide de me battre pour mes 2 garçons. Je vous le fais très très court, mais sinon il faudrait faire une conférence. Mais je décide de vivre et à un moment donné, je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et quand elle allume la télévision, je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. C'était la 2e Française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Et j'ai dit, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserais pas la Manche à la nage? Il se passe de nombreuses années. 10 ans plus tard, je monte une équipe. Je leur file le paquet, je ne sais pas nager. J'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon. Et je leur dis, voilà, transformez-moi, j'ai un rêve. Et je sais que si je réalise ce rêve, je vais changer ma vie. Et donc, on travaille pendant 2 ans, comme des fous furieux. 4000 km de natation en 2 ans, pour une journée. Le 18 septembre 2010, le jour qui a vraiment changé ma vie, où je n'ai pas traversé, on a traversé, et on a réussi cette traversée de la Manche complètement dingue. Il faut savoir que le taux de réussite est de 10% chez les valides. Et pour l'anecdote, quand j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons, quand on a traversé la Manche à la nage, j'arrive de nuit, c'est la tempête, j'arrive sur le Cap Griné, il fait nuit, il n'y a pas de lune. Jacques et Arnaud, les 2 nageurs longue distance, se mettent à ma droite et à ma gauche pour ma sécurité. Et je m'éclate contre la falaise avec une grosse vague monstrueuse. Et Jacques et Arnaud me tirent de la falaise. Et il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de personnes qui sont venues me voir. Tous ceux qui m'ont aidé.
Ça va? Tous ceux qui ont participé à cette traversée de la Manche, que ce soit les gendarmes, que ce soit les élus, que ce soit les chefs d'entreprise, tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser cette aventure, ils sont tous venus. On est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi sur les 12. Et moi, je suis arrivé à 21h26 à droite du Cap Griné. Et il y a un nageur valide qui est arrivé en même temps que moi, mais à gauche du Cap Griné. Et bien, toute ma famille, tous mes amis, ils ont tous couru à gauche du Cap Griné, à l'envers de là où j'étais. Et il n'y en a que 2 qui sont partis à droite. Ce sont mes 2 enfants, mes 2 garçons. Ils se sont fâchés avec mon père, leur grand-père. Jérémy dit « Papa, je le sens, il est à droite. » Mon père, il dit « Non, vous venez avec nous, c'est trop dangereux, les enfants. » Ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et moi, ils m'ont repéré. Hein, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit. On m'a mis des clignotants partout pour ne pas me perdre dans la tempête. Et donc, Jacques et Arnaud me tirent de la falaise. On s'éloigne le plus vite possible. Et là, j'ai entendu mes 2 garçons qui ont crié « Papa, papa, t'es le plus fort du monde. On t'aime, papa !» Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion et j'ai hurlé « Moi aussi, je vous aime !» Et quand je suis remonté à bord du bateau, tout le monde pleurait. L'huissier, j'ai fait pleurer un huissier. Et là, tout le monde pleurait à bord du bateau. Et là, j'avais compris que je n'avais pas traversé. On avait traversé, on avait réussi, quoi. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, je continue à mener des aventures, relier les 5 continents à la nage et ainsi de suite. Et maintenant, après avoir pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis distributeur d'énergie positive. Donc c'est cool. Alors, ce qui me frappe en vous entendant, c'est que, bon, c'est un rêve personnel, très très personnel. Oui. C'est des aventures à chaque fois qui touchent au plus profond. Et qu'en même temps, il y a des équipes. Il se trouve que depuis maintenant 15 ans, je suis toujours le parrain d'un des bateaux du Vendée Globe, donc des solitaires. Et je me rends compte à quel point ces solitaires sont entourés. Et que s'il n'y a pas une trentaine de personnes autour d'un solitaire, il ne va jamais gagner. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de participer à ce débat, c'est-à-dire c'est ce que je connais de l'entreprise, qui est un des rêves que j'ai jamais pu réaliser, c'est-à-dire d'être entrepreneur. Mais il y a cette date, il y a cette idée. Non, c'est pas trop tard. D'ailleurs, si je suis ici, c'est pas complètement par hasard, ni sans perspective. Et donc, d'ailleurs, on va en parler, cher Geoffroy. Et donc voilà. Mais c'est des gens qui sont ensemble, et on les voit dans tous ces domaines. Donc, même il y a votre papa, mais il y a aussi des gens qui ont accompagné. Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, en tout cas c'est mon cas personnel, il y a des gens qui changent votre vie parce qu'ils vous font confiance. Et ça veut dire quoi, faire confiance à quelqu'un? Ça veut dire simplement voir en ce quelqu'un de plus grand qu'il se croit. Voilà. Et quand quelqu'un dit « tu peux être plus grand que tu es », on devient plus grand que tu l'es. C'est ça le début de l'équipe. Alors, chère championne du monde, pardon, mais ça me fascine. Parce que moi, je dois vous dire, je suis un échec absolu du sport. Ma date à moi, c'est le 22 mars 1960. J'avais 13 ans. J'étais dans l'équipe minime du racing en volleyball. Et l'entraîneur, allié avec ce fils de pute de docteur, a dit « Tu ne grandiras jamais assez pour être dans l'équipe de France de volleyball. Bye ». Heureusement, j'avais un plan B qui était l'écriture. Toi, alors, à qui t'as entouré? Parce que c'est un paradoxe magnifique que j'aime, c'est que cette dame à côté, là, cette très belle dame à côté, elle traverse seule des déserts. C'est quand même incroyable. Et alors, il y a qui autour de vous quand vous traversez les déserts? En fait, c'est vrai, c'est toute une équipe de famille, d'entraîneurs, de préparateurs mentaux ou physiques. J'ai tendance à dire que moi, j'ai 4 piliers qui m'aident dans la vie. Et ces 4 piliers, en fait, sont dans un premier temps ma famille, bien sûr, puisqu'on s'accroche toujours à ces piliers. Donc mes 2 enfants, mon fils qui est atteint de l'hémophilie et qui, à travers ça aussi, je me dis que je ne souffrirai jamais autant que lui, il peut souffrir à travers cette maladie. Donc déjà ça m'accroche en me disant que je n'ai pas le droit de me plaindre. Ça, c'est une première chose. Et c'est sûr qu'il y a déjà le pilier de la famille. J'ai le pilier du travail. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai ce pilier aussi du travail. J'ai le pilier... Quelle entreprise?
J'ai une force de vente supplétive mutualisée, une société de force de vente supplétive mutualisée que j'ai créée il y a 6 ans. Voilà, pour aider le monde également du sport. Donc il y a le pilier du sport qui est lié à ce pilier effectivement du travail. Mais le 4e pilier, et qui est un pilier fort pour moi, c'est le pilier de l'émotionnel. Parce que, en fait, ce pilier d'émotionnel, je peux le replacer, les émotions en famille, les émotions dans mon travail et les émotions aussi dans mon sport. Et c'est vrai que c'est très important pour moi de, à chaque fois, m'accrocher à ces piliers pour réussir. Et quand j'ai un coup de moins bien, ben, forcément, je me raccroche à ces piliers qui sont très ancrés en moi. Ils sont avec vous. Patrice, il y a évidemment, quand on fait des bateaux, il y a ceux qui construisent les bateaux, il y a tous ces gens-là. Et puis quand on est dans les équipes humanitaires, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois exemples de nécessité d'avoir une équipe forte autour de soi? Alors si on vient sur cet axe très précis et passionnant, si la mer est vraiment pour moi et pour beaucoup le dernier espace de liberté totale, pas pour longtemps encore, mais en tout cas, les navires sont des milieux clos, enfermés au milieu de cet espace de liberté. Ce paradoxe est extraordinaire à vivre sur de très longues durées. Et il nécessite, pour le vivre bien, des équipages qui ont l'esprit d'équipage et qui sont tous ensemble, finalement, au moins dans le même état d'esprit. Quand j'ai entrepris le tour du monde avec le 3 mâts à boudeuse, c'est une trentaine de personnes pour manœuvrer ces navires traditionnels. Et ça va durer 3 ans. Il est impératif de s'entourer comme il faut. Et là, ce qui compte pour moi, ce n'est pas la compétence en premier, c'est la motivation. Voulez-vous vivre une grande aventure? Est-ce que le souffle épique du monde vous passionne et vous intéresse? Nous, ce qui nous intéresse tous, c'est la rencontre avec les autres. Le thème, c'était les peuples de l'eau. S'il y a ça, le reste peut venir derrière. Bien sûr, en deuxième, c'est la compétence, mais pas en premier. Parce que la compétence s'acquiert quand les motivations sont très hautes, et la motivation très haute s'acquiert pas forcément quand on est seulement compétent. Donc je confirme que sur la mer et dans les navires, savoir s'entourer est le premier travail d'un capitaine. Voilà. Alors, il y a un point qui me frappe parce qu'il se trouve que ma misérable expérience de sportif, c'est dans le bateau de compétition. Et donc dans les équipages. Je fais du bateau avec des gens très forts. Je suis toujours le plus mauvais. Ou ils m'écrasent la gueule, ou ils me font monter. Et quelque chose me dit que si je devais refaire ma vie, j'essaierais d'être DRH. Avec une morale extrêmement simple. Se conduire sur terre comme si on était sur mer. Avec ces deux règle absolue de l'humilité et de la détermination. Et donc, c'est exactement ce que je te dis que je vis sans arrêt dans les régates qu'on fait à des niveaux maintenant corrects. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est vraiment une bonne résolution, parce que je suis sûr que si tout le monde faisait pareil, beaucoup de choses changeraient. C'est-à-dire le respect, la confiance qu'on a dit, et puis aussi, on est ensemble sur le même bateau. C'est-à-dire on coule ensemble. Si on réussit ensemble. Réussir ensemble, ça veut dire, très concrètement, par exemple, répartir le bénéfice de ce qu'on gagne. Mais ce n'est pas complètement le sujet aujourd'hui, mais pourquoi pas? Comme en plus, comme Geoffroy l'a dit, on va maintenant énormément augmenter les salaires, donc tout ira bien. Alors, tu vois que je suis ce que tu dis. Philippe, alors, toi, ton équipe à toi. Esprit d'équipage. Non, ça y est, ça fonctionne. Donc, on voit, là, on est dans l'équipage, vous voyez? Ça y est, ça c'est l'équipage. Non, pour moi, oui, effectivement, le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Enfin, il faut imaginer, moi, je suis un gros bébé. Hein. Il me faut des personnes autour de moi pour m'aider au quotidien. Et donc, moi, ce qui me plaît dans mes aventures, c'est qu'à chaque fois, 99% des gens me disent, mais arrête, c'est pas possible. Arrête de rêver, mon garçon. Tu vas droit dans le mur. Tu vas te faire du mal pour rien. Arrête. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive quand même à convaincre des gens à nous suivre dans nos aventures. Même si tout le monde dit que ce n'est pas possible, il y a 1% qui arrive à y croire. Et le 1%, c'est l'équipe. C'est l'équipe et moi. Et on montre aux 99% de pessimistes que c'est jouable.
qu'on peut y arriver ensemble. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment. Ouais, et après, bien sûr, mon entourage proche, Susanna, ma compagne, qui m'a donné des ailes, là en l'occurrence des palmes. Mais à chaque fois que je parle de mes aventures, c'est toujours on. On avance ensemble et on réussit ensemble. Ça, pour moi, c'est le maître mot de l'aventurier, quoi. Alors, est-ce que vous pourriez vous rappeler un moment qui est en même temps lié à un lieu qui vous a frappé, c'est-à-dire un lieu de la planète, parce que vous êtes des explorateurs de la planète. Et donc, vous êtes d'une certaine manière, comment dire, ceux qui cherchent sur la planète des lieux d'acupuncture. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette impression-là. Dans la planète, il y a des moments très précis où on dit il y a quelque chose se passe qu'on ne va pas trouver ailleurs. Alors, tu m'as parlé d'un moment que je connais bien, pour y avoir beaucoup navigué, qui est le Bering. Bering Strait, oui. Quand on a traversé le détroit de Bering, dans une eau à 0 degré, mais quelques jours avant, on était sur un lac. Il y avait des ours un peu plus loin qui bouffaient du poisson, du saumon. Et on m'a posé là avec l'hydravion, on m'a posé sur la plage, l'équipe est partie un peu plus loin. Et là, il y avait un silence, mais incroyable. Mais vraiment incroyable. Un silence, mais c'est un silence qui provoque du bonheur. Et quand j'étais là, que j'étais assis, je me suis dit, putain, je suis vivant, quoi. Je suis vivant. Et je me suis senti bien à ce moment-là, ouais. Et après, on a traversé le détroit de Bering et on avait terminé cette aventure complètement dingue de relier les 5 continents à la nage. Et pour la petite anecdote, j'ai eu très très froid, j'étais en hypothermie sévère. Le maître sergentiste, ils ont vite foncé, ils m'ont mis à poil dans le bateau, ils m'ont mis dans une baignoire d'eau froide sur la petite Diomède, chez les Inuits, et il a remis un petit filet d'eau chaude pour me ramener à la vie tout doucement. Et j'étais vraiment pas bien. Et le médecin a fermé la porte parce que l'équipe faisait la fête. Ils étaient sur France Info, au téléphone satellite. On dit ouais, on a reçu les 5 continents. Et moi, j'étais en train de glisser dans la baignoire. J'étais en train de me noyer dans la baignoire après avoir relié les 5 continents à la nage. C'était un peu bête. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un lieu complètement incroyable. Ah, Bering, parce que l'Alaska, c'est merveilleux. On parle sans arrêt, vous savez, du mur de Berlin, etc. Mais là, c'était vraiment pendant très très longtemps le face-à-face entre les États-Unis, une des Diomèdes, et la base russe de l'autre Diomède. Exactement. Où et alors, il y a 10 kilomètres entre les deux, face à face. 2 petites îles, la petite et la grande Diomède. C'est un lieu absolument incroyable. C'est féerique. Patrice, alors toi, tu vas avoir un choix difficile, parce que dans les endroits du monde où tu as été, et tu peux peut-être parler en liaison avec ce qu'on a connu, c'est-à-dire de l'Afghanistan que tu connais, du Kurdistan que tu connais, parce que cet homme-là, comme on a dit tout à l'heure, il se conduit sur Terre comme s'il était sur mer. C'est gentil. En fait, si la question est vraiment précisément l'endroit qui m'a le plus marqué, c'est une région qui n'est pas très belle, où il n'y a pas d'animaux, et qui est le Kurdistan syrien. Comme je m'intéresse vraiment aux gens, il y a 8 ans, quand je me suis engagé dans cette révolution des Kurdes contre l'État islamique, etc., j'ai découvert une région du monde que je ne connaissais pas auparavant, où ce que faisaient les hommes, ce que faisaient les femmes surtout, les idées qu'ils portaient, la façon dont ils se battaient pour leur liberté, j'avais le sentiment d'être vraiment chez moi. On respirait le même air. Et c'est certainement l'endroit du monde qui m'a le plus marqué ces dernières années. Et vivre au quotidien, longtemps, Kobané, la grande bataille de Raqqa, avec les femmes combattantes kurdes, qui sont aujourd'hui, avec ce qui se passe en Afghanistan et les femmes, quelque chose d'incandescent, a été pour moi ce qui a été le plus marquant. Et je voulais toujours, dans ces aventures engagées et collectives, au service de quelque chose qui nous dépasse et qui était vraiment le combat pour la liberté, en faire bien évidemment de la littérature. Voilà. Et c'est pour ça que cette aventure engagée se mêle à l'aventure littéraire. Donc c'est aussi pour moi, d'une certaine manière, ce qui me rend heureux. Et je suis aussi heureux que ces femmes combattantes le sont en réalité. Parce que malgré la tragédie collective qu'elles vivent et individuelle qu'elles vivent, ces femmes qui ne placent rien au-dessus de la liberté, parce que pour elles, c'est ce qui rend toutes les autres valeurs avec un sens, et des femmes qui ne veulent pas vivre au rabais, qui jettent tout dans la balance, qui savent pourquoi elles vivent, elles luttent, elles souffrent et elles meurent, et en grand nombre. C'est quelque chose dont vous ne pouvez pas dire que ça ne vous marque pas profondément,
et c'est plus le pays qui importe, finalement, c'est les gens avec qui on vit et avec qui on se bat. Voilà, c'est profondément ce qui m'a finalement, depuis 40 ans, le plus marqué. Laurence, quelle vie vous trouvez au milieu du désert? Oui, effectivement, au milieu du désert. 100 kilomètres, hein. C'est pas juste aller dire bonjour à 2-3 sauterelles et revenir. Non, non, 100 kilomètres. C'est même plus que ça, parce que la traversée du désert et le marathon des sables, c'est 250 kilomètres en autosuffisance, où on se dit que, bah oui, effectivement, j'affectionne particulièrement cette course, on peut dire ce trek, de se retrouver dans une situation extrême, de se dire que le moindre détail compte en termes d'aliments pour se nourrir, parce qu'il y a peu de choses, l'eau qui est très importante, toutes ces personnes qu'on peut rencontrer aussi dans le désert qui vivent de rien, de mettre le disque dur à zéro, de se détacher de tout ce qui est système informatique, téléphone, se décrocher complètement de tout ce que l'on a, nous, ici, au quotidien. C'est important pour repartir plus forte quand je reviens dans mon habitacle au quotidien, avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari ou avec les personnes que je sais qu'à chaque fois que je reviens du désert, je suis toujours plus grande. Je suis toujours plus grande parce que j'acquiers à chaque fois de la sagesse. Et j'en ai besoin. Je grandis à chaque fois. Ça me fait du bien. Alors, c'est la question qu'on me pose immédiatement, c'est que vous vivez des choses exceptionnelles. Qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce que c'est le quotidien après avoir été au sommet? Il se trouve que j'ai participé aux travaux d'une académie des entrepreneurs d'EY, et on voyait des gens qui avaient été entrepreneurs. Et en fait, ils ne vivaient pas extrêmement bien ce passé. Est-ce que quand on a ça dans sa fibre, est-ce qu'on est toute sa vie entrepreneur ou est-ce qu'on peut changer? Avec une phrase qui m'a toujours frappé, que je dis sans arrêt quand je vais dans les écoles, c'est que soyez d'abord entrepreneur de vous-même. Mais est-ce qu'on peut, parce que c'est la phrase qui fait le plus rire aux larmes mes enfants, quand je leur dis « l'année prochaine, je me calme », eh bien, est-ce qu'on peut se calmer? Alors, vas-y. Non, je ne pense pas qu'on puisse se calmer. Enfin, à partir du moment où j'ai eu un accident, moi, quand je suis arrivé en centre de rééducation, mon mode de fonctionnement, c'était d'avoir un objectif. Un objectif pour continuer à vivre. Un objectif pour continuer d'avancer. D'abord, il y a eu l'objectif de faire mes premiers pas, de marcher. Après, l'objectif de manger seul, d'être autonome le plus possible. Aujourd'hui, la technologie fait qu'on peut être autonome vraiment comme on veut. Et après, mes objectifs d'aventure. Et j'ai réussi, enfin, c'est vraiment ça, c'est avoir un objectif pour continuer à avancer. Et c'est vrai que quand on atteint l'objectif, ma plus grosse déception, par exemple, après la traversée de la Manche, je rigolais, l'instant d'après, je pleurais, l'instant d'après, je rigolais, l'instant d'après, je pleurais, parce qu'il y avait deux sentiments qui m'attaquaient, le sentiment de joie d'avoir réussi avec l'équipe, et le sentiment de tristesse, c'était fini. Qu'est-ce que j'allais faire? Et c'est comme ça que j'ai regardé la Map Monde avec un camarade, Arnaud Chassery, et j'ai dit, on peut relier les 5 continents, la nage. Et aujourd'hui, à travers mes objectifs, surtout, c'est de distribuer mon énergie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en expliquant la résilience, le rebond, le tout est possible, et comment accepter le changement. Ça, c'est vraiment ça le plus important. Alors, il faut vous dire qu'on a un peu parlé, j'espère qu'on va continuer le dialogue, mais quand il parle de rebond, c'est du rebond XX, puisque son prochain rebond, c'est d'aller dans l'espace. Oui, un petit détail. Alors, raconte-nous un peu ça. Bon, vite fait, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'ai interpellé Elon Musk sur Twitter. J'ai été parti d'une blague avec mes followers, et mes followers ont réagi assez rapidement, et j'ai fait un tweet à Elon Musk en lui disant, voilà, je m'appelle Philippe Croison, j'ai pas de bras, pas de jambes, je suis un aventurier français, envoie-moi dans l'espace. Je me suis dit, le gars, il a 55 millions de followers, jamais il va me répondre. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il me dit, écoute Philippe, dès que Starship est prêt, promis, je t'envoie dans l'espace.
Et vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui ose les choses. Je lui ai dit, écoute, Elon, mes messages privés sont ouverts, écris-moi. Et depuis, on échange en messages privés. Et le 10 septembre, je suis à Cap Canaveral avec Jared Isaacman et Elon Musk pour voir comment envoyer dans l'espace. Donc, encore une fois. Non, mais c'est vrai que tout est possible à celui qui ose, quoi. Mais vraiment, tout est possible à celui qui ose. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer quand je fais des conférences dans les écoles ou n'importe quoi. Je dis, mais c'est votre rêve, réalisez-le, quoi. Il y a plein de gens qui vont vous dire, fais ci ou fais pas ça, mais fonce, mon gars. T'es propriétaire de ta vie et t'en as qu'une, quoi. Donc, vas-y. Top. Alors, toi, Patrice, alors toi, c'est autre chose parce que lui, il a plusieurs bateaux. Il a des bateaux de mer, il y a des bateaux de terre, et puis il y a des bateaux de papier aussi. Alors raconte-nous l'aventure de ton prochain bateau de papier. Le prochain bateau de papier, bien, c'est ce roman qui s'appelle S'il n'en reste qu'une, qui est paru chez Grasset pour la rentrée littéraire. Il est formidable et il coûte à peine 20 €, donc franchement... Merci Eric. Et il rejoint pour moi, puisqu'il parle d'héroïnes des bataillons féminins kurdes contre Daesh, dans une épopée épique, pour atteindre vraiment, dans les extrêmes des tragédies, ce qui peut être pour moi, en littérature, le dévoilement au moins d'une part incandescente de la condition humaine. Il rejoint donc mes engagements de terrain actuellement. Et comme je considère, pour rejoindre ce que disait Philippe tout à l'heure, que la plus grande menace que nous ayons, c'est de refroidir avec l'âge, et que plus le temps qu'il nous reste se rétrécit, et plus il faut presser le pas. Donc, à partir de ce moment-là, les aventures de papier d'aujourd'hui doivent elles-mêmes aussi s'accélérer, et donc jusqu'au bout, ce sera comme ça, on ne refroidira pas avec l'âge. Voilà. Alors, j'avais voulu qu'il y ait un lien entre ces aventures personnelles qui nous parlent à tous, et puis, c'est-à-dire notre liberté face à un accident de la vie et notre liberté face à un accident majeur qui est la rareté. C'est pour là que je voulais qu'on aborde la question de l'eau qui est au cœur de la vie, puisque on a parlé des existences et maintenant on va agrandir un petit peu en généralité, c'est-à-dire parler de la vie elle-même. Alors, j'aimerais vous demander à vous trois, ce qu'est, au fond, l'eau pour vous, à toi. Parce que toi, au milieu d'un désert, c'est la vie ou la mort. Hein. L'eau, c'est l'essentiel, c'est la vie, effectivement. Et sans eau, sans manger, on peut vivre un petit peu, on peut survivre un moment. Sans eau, c'est très compliqué, vraiment. Et l'eau dans le désert, et quand on arrive sur une compétition comme le Marathon des Sables, effectivement, c'est conditionné. On a 4 bouteilles d'eau pour se laver, pour manger et faire et s'alimenter, bien sûr, et surtout boire et s'hydrater. Et on est tellement pendant une semaine à regarder la moindre goutte d'eau qui est importante parce qu'on sait qu'on n'en aura pas plus. Quand on revient à la maison, on est obnubilé par l'eau et on se dit c'est quand même essentiel. Et c'est vrai que je le vois aussi, même ne serait-ce que dans les autres courses, l'hydratation pour un sportif ou pour un être humain, même lambda, sans parler de sport, c'est essentiel. Et c'est vrai que je vois, on est dans le gaspille continuellement et il faut arrêter ce gaspille parce qu'on sait qu'on arrive à atteindre du non-retour et il faut faire très attention à cette planète sur laquelle qui nous accompagne et nous protège, ouais, c'est sûr. Alors, pour moi, l'eau, c'est d'abord la mer, évidemment, immense et dernier espace de liberté qui rejoint le thème d'ici, et voir cet espace qui pour moi est quasi métaphysique, intellectuel. Je ne me lasse pas de regarder les vagues, la houle. Le voir de plus en plus, tout le monde en a parlé ici, profané et souillé et de toutes sortes de manières, c'est chaque fois que je suis en mer pour de longues durées, une souffrance. C'est surtout que quand on a un peu de recul, qu'on n'a pas commencé à le faire l'année dernière, mais sur 20 ou 30 ans, cet espace de recul permet de mesurer finalement
la croissance de ces profanations et de ces souillures, et la souffrance double et augmente, parce qu'on ne voit pas de changement dans l'autre sens. Quand, par exemple, vous passez quelques mois, et c'était avec le 3 Malaboudeuses, dans les îles Tuamotu en Polynésie, à la recherche des dernières îles désertes, les unes après les autres, et des petites communautés isolées sur ces îles, plus désertes mais totalement perdues, et que tout le long de ces mois, chaque fois que vous débarquez sur une île qui à la jumelle est paradisiaque, et que vous découvrez sur chaque plage, au vent, tout ce que la mer a charrié comme immondices, chaussures en plastique, et je préfère ne même pas décrire ce que vous trouvez, il y a là, c'est le mot de profanation qui me vient vraiment à l'esprit, plus même que souillure, il y a là quelque chose qui, paradoxal, tout est désert, il n'y a personne, et tout est sale. Et là, on mesure finalement les défis qu'il faudra relever demain pour l'eau en tant que mer. Voilà. C'est pour ça qu'a été créée une fondation de la mer. Absolument, avec particulièrement. Et c'est extraordinaire de devoir appeler une activité fondation de la mer, alors que nous venons de là. Ah oui. Que toute vie vient de là. Comme s'il fallait refonder l'origine même. Et toi, tu as eu des expériences dans les endroits les plus reculés, tu nageais au milieu des plastiques. Ah ben oui, le détroit de Bering, c'est incroyable. Il y a les plastiques du monde entier. Hein. On voit des plastiques chinois, russes, américains, français, ça vient du monde entier. Dans le détroit de Bering, c'est assez fou. Mais pour moi, l'eau, honnêtement, c'est le retour à la vie. C'est vraiment le retour à la vie. Enfin, quand j'ai eu cet accident, et je l'ai constaté avec beaucoup de personnes, je pense qu'on a cette mémoire du ventre de notre maman. On a vécu pendant 9 mois dans un liquide, et quand il nous arrive une tuile monstrueuse, la première chose que j'ai voulu faire en centre de rééducation, c'est d'aller dans la piscine. Et quand on m'a déposé dans la piscine, il y a eu un moment de bien-être, je me suis senti bien, quoi. J'avais plus de handicap, j'étais libre, je retrouvais mes sensations, j'étais dans l'eau. Et pour moi, l'eau, vraiment, c'est le retour à la vie, et on a besoin de l'eau pour vivre. Donc voilà, pour moi, l'eau, c'est vraiment ça. Ça m'a permis de nager et de reconstruire ma vie et d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui. C'est l'eau qui me l'a permis, ouais. Alors, je voulais vous dire en 3 mots, en 5 mots en fait, embrayer sur la question de l'eau. Rappeler d'ailleurs 5 idées pas forcément évidentes pour chacun d'entre vous. 1, que l'eau ne sert pas qu'à abreuver les vivants. On l'a vu récemment, on le voit de plus en plus, j'ai travaillé sur cette question. Aucune activité économique n'est possible sans eau, notamment les matières, les mines. Et on ne peut pas engager la transition énergétique dont on parle, la transition écologique, sans eau, sans plus d'eau. On le voit bien, toutes les mines chiliennes, partout, les terres rares, etc., on est obligé, on n'aura pas de cuivre nécessaire pour transmettre l'électricité si on n'a pas la possibilité d'extirper ce minerai de la gangue, premièrement. Deuxièmement, la question de l'eau, posée par l'eau, ce n'est pas seulement la sécheresse, c'est cette articulation de sécheresse et d'inondation, de multiplication des phénomènes extrêmes. Et il y a ce paradoxe qui m'a toujours frappé, c'est que les endroits où on manque le plus d'eau, ce sont les endroits où il y a eu des inondations. Parce qu'on a de l'eau, mais de l'eau polluée. Donc, deuxième point. Troisième point, c'est pas, on l'a dit, que les questions de quantité d'eau, mais c'est évidemment les questions de qualité. Et on travaille, nous, ensemble, sur la Fondation de la mer et puis l'association sur les fleuves, puisque la santé de l'océan, c'est évidemment la santé des fleuves. Nous sommes en pandémie, de nouveau, et je vous rappelle la phrase de Pasteur qui disait « Nous buvons 80% de nos maladies. Nous buvons 80% de nos maladies. » Donc, quand, vous savez, il y a cette grande notion de One Health, c'est-à-dire que la santé est globale et que si l'environnement va mal, l'être humain va mal. Quatrième point, on a l'impression que nous sommes en climat tempéré et que ces questions-là ne sont pas posées pour nous tellement. Or, plus de 60 départements actuellement en France sont ce qu'on appelle en stress hydrique, c'est-à-dire qu'ils ont des vrais problèmes d'eau, ou ils sont frappés par des phénomènes extrêmes dont j'ai parlé. Donc ça nous touche aussi.
Donc il y a une sorte d'unité globale de la santé climatique. Et vous savez, j'ai été envoyé dans le cadre de missions données par le président de la République sur les bibliothèques. J'étais chez le maire de Toulouse, M. Moudin. Le téléphone sonne, c'était le préfet de région qui me dit « Il paraît que vous connaissez 2-3 trucs sur l'eau, est-ce que vous voudriez bien venir me voir ?» Je vais le voir, il me dit « J'ai plus d'eau dans la Garonne, qu'est-ce que je fais ?» J'ai plus d'eau dans la Garonne, qu'est-ce que je fais? Et Alain Juppé, à l'époque, qui était maire de Bordeaux, me dit la même chose. Il faut savoir que dans les perspectives les plus optimistes, dans 20 ans, il y a 15% de moins de débit moyen dans le Rhône. Question de quantité, question de température de l'eau. Comment est-ce que vous refroidissez une centrale avec de l'eau déjà chaude? Donc ces questions-là. Et 5e point, il se trouve que, et je dois vous dire que c'est une fierté bien sûr, mais en même temps c'est une terreur, que je vais commencer au mois d'octobre un cours à l'école de guerre sur quoi? Sur la géopolitique des fleuves. On nous a appris un seul exemple, on nous a appris que l'Égypte était le don du Nil. Le Nil, c'est 80% le Nil bleu qui vient des très hautes montagnes d'Éthiopie. Le reste, ça vient des grands lacs, le Nil blanc. Depuis toujours, de la nuit des temps, le pouvoir était à l'Égypte. Les pharaons, l'Empire ottoman, les Anglais. L'Éthiopie n'avait pas le droit de prélever plus de 10% de la masse principale du Nil. Sauf que l'Éthiopie, maintenant, c'est 105 millions d'habitants, contre 95 millions à l'Égypte, et que l'Éthiopie a décidé, sans rien demander à personne, de construire le fameux barrage Renaissance, qui est un lieu de conflit absolument clé, parce que le rythme de remplissage du barrage va décider de la survie de l'Éthiopie ou non, de l'Égypte ou non. Et si l'Égypte décide de taper le barrage, l'Égypte, alliée aux États-Unis, s'affronte à l'Éthiopie, qui est, comme vous le savez, un des lieux les plus propices aux délocalisations des industries chinoises. Donc vous voyez ces mécanismes. Alors, je ne parle pas du Proche-Orient, parce qu'il se trouve que les plus grandes sources d'eau de ce château d'eau turc, c'est évidemment le Kurdistan. Je ne parle pas du Mékong, etc., etc. C'est-à-dire que jusqu'à une date assez récente, les guerres de l'eau, on pensait que c'était un cauchemar qui n'arriverait pas. Et qu'on se battait pour un puits, au milieu d'un désert, ça mettait un peu d'animation dans un monde sans Netflix. Mais maintenant, si vous avez 2 métropoles de 15 millions d'habitants qui se battent pour le même cours d'eau, voilà. Nous sommes dans l'entreprise, nous sommes dans le lieu du possible, on peut réagir contre cette rareté. Et là, c'est très intéressant de voir qu'on reprend un certain nombre de thèmes que vous avez abordés. D'abord, faire d'économie de l'utilisation maximum, avec des pratiques plus intelligentes, mais aussi la science, trouver des espèces qui ont bien besoin d'eau. Donc, un travail énorme entre la recherche et l'industrie, évidemment le recyclage, évidemment le dessalement, et puis l'apprentissage de la coopération. Il y a 2 grands exemples de coopération qui me fascinent. Il y a l'exemple de coopération entre le Canada et les États-Unis pour gérer le Saint-Laurent. Ceux qui connaissent ces mécanismes-là savent que c'est par cette voie d'eau, qu'ils appellent l'autoroute de l'eau, que 40% de la production industrielle de toute l'Amérique du Nord passe. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent d'ailleurs mieux entre le Canada et les États-Unis qu'entre les différents États du Canada. Intéressant. L'autre exemple, c'est l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Et donc, ils se sont mis tous ensemble en disant ce fleuve est un bien commun. Et donc, c'est ça que nous cherchons à regarder. Donc, la coopération est possible. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était le thème de cette rencontre, et vraiment, c'était un honneur d'être avec vous, parce que c'était l'articulation qu'on a bien vue cet après-midi encore avec notre ami afghane, c'est-à-dire l'articulation entre l'aventure personnelle et puis l'aventure beaucoup plus large. Et c'est pour ça, peut-être, mais là je défends ma corporation, que peut-être un récit, un roman, permet de faire le lien entre ce qui nous concerne et avec cette sorte de paradoxe incroyable, c'est-à-dire qu'une aventure personnelle
et on l'a bien vu avec cette merveilleuse Afghane que je salue encore, c'est que c'est par une aventure personnelle qu'on incarne les choses, et c'est pas par les idées générales. Je vous remercie et à bientôt. Et ce que je voulais juste dire, c'est que l'objectif maintenant de Laurence, après avoir couru contre le chronomètre, c'est justement d'arrêter l'horloge. Et je voudrais noter et le dire à notre ami que je rends l'antenne 1 minute 57 avant le temps qui m'est imparti. Merci. Merci beaucoup. Et comme vous êtes un immortel, vous nous rendez aussi l'antenne 100 ans avant votre disparition. Donc on est super heureux. Merci beaucoup à Eric Orsena de nous avoir offert ce moment. Juste puisque j'ai encore. Ah non, mais il ne faut pas les piquer là. Une minute vous les avez offerts, il ne faut pas les reprendre. Alors, juste vous dire un petit point qui m'était juste après mon élection à l'Académie. Ah. Et vous allez voir, il y a un élément budgétaire là-dedans. Juste à l'Académie, il me disait « Ah, nous avons un immortel parmi nous ». Alors je le fais court parce que c'était l'arbre à palabre, ça durait. Mais il n'est pas éternel. Il est immortel mais pas éternel. Ça dure encore une bonne 2 heures. Et il y en a un qui lève la main et il dit « Vous savez pourquoi tu es immortel et pas éternel ?» Non. Et il a cette réponse magnifique. Parce que les crédits ne sont pas arrivés. Merci. Merci beaucoup. Eric Orsena, l'homme qui vous offre 1 minute 30, qui les récupère juste après. Merci beaucoup. On l'applaudit avec ses invités, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, messieurs.